Alors, le développement back-end, ça évolue à une vitesse assez folle, pas vrai? Pour 2026, il faut se rendre à l'évidence, savoir juste coder, eh bien ça ne suffit plus. Le vrai défi, c'est de bâtir des systèmes qui sont non seulement solides, mais aussi capables de grandir et de rester performants. Ce décryptage est là pour ça, mettre un peu de lumière sur le chemin à suivre. C'est un sentiment que beaucoup connaissent, hein. On maîtrise les bases, on sait faire des choses, et puis paf, on se sent dépassé par des mots un peu barbares comme orchestration ou programmation asynchrone. Les questions qui tournent en boucle, c'est souvent OK, mais je commence par quoi, concrètement? Ou comment je fais pour que mon projet tienne la route en production? Bon, l'objectif ici, il est simple, on va prendre toute cette confusion et la transformer en confiance. On va décomposer ensemble les 4 grands piliers du back-end d'aujourd'hui pour bâtir un plan d'action qui soit vraiment concret, que l'on soit au tout début de l'aventure ou déjà bien avancé. Allez, on attaque. Et on commence par les fondations, la base de tout. Toute application web moderne, absolument toute, repose sur ce qu'on peut vraiment appeler sa colonne vertébrale, l'architecture client-serveur. C'est un concept qui n'est pas nouveau, mais qui est d'une solidité à toute épreuve. Ce qui est génial avec ce modèle, c'est que les rôles sont hyper clairs. D'un côté, une a le client. C'est le navigateur, l'appli sur le téléphone, bref, la partie visible de l'iceberg. Et de l'autre, le serveur. C'est la grosse machinerie cachée qui gère les données, la logique, le vrai travail. Et cette séparation, elle est cruciale parce qu'elle permet à chaque partie de vivre sa vie, d'évoluer sans casser l'autre. Pour que ce soit encore plus clair, on peut comparer ça au modèle peer-to-peer. Pensez à BitTorrent. Là, chaque ordinateur est à la fois un client et un serveur. Tout le monde parle à tout le monde. C'est une sorte de chaos organisé. Le client-serveur, c'est tout l'inverse. C'est centralisé, c'est contrôlé, et c'est ce qui donne la robustesse indispensable à la plupart des applications professionnelles. Ok, on a notre colonne vertébrale. Maintenant, il nous faut un cerveau pour stocker et organiser toute l'information. Et ce cerveau, c'est bien sûr la base de données. Et aujourd'hui encore, le modèle qui domine largement, c'est le modèle relationnel. Le modèle relationnel, en fait, c'est l'art de ranger les données dans des tableaux. Imaginez des feuilles de calcul, mais sous stéroïdes. Chaque table va représenter un type d'objet, les utilisateurs, les produits, les commandes, et chaque ligne dans cette table, c'est un exemplaire unique. Tout est propre, bien structuré. Pour que tout ça fonctionne, il y a 3 concepts clés à maîtriser. D'abord, les tables, ça on vient de le voir. Ensuite, les clés primaires. C'est comme un numéro de sécurité sociale pour chaque ligne, un identifiant absolument unique. Et enfin, les clés étrangères. Et c'est là que la magie opère. C'est ce qui permet de créer des liens entre les tables. De dire que telle commande appartient à tel utilisateur, c'est ça qui donne au modèle toute sa puissance relationnelle. Bien, on a la structure, on a le cerveau. Il nous manque le moteur pour faire avancer la machine. Le moteur, c'est la logique de l'application, le code qui traite les demandes. Et pour être performant aujourd'hui, ce moteur doit absolument être asynchrone. La différence est juste fondamentale. Le code synchrone, c'est comme un cuisinier qui ne fait qu'une seule chose à la fois. Il met l'eau à bouillir et il attend devant, les bras croisés, jusqu'à ce que ça bout. Rien d'autre ne se passe. Le code asynchrone, lui, il met l'eau à bouillir et pendant ce temps, il commence à couper les légumes. L'application reste active, réactive. Elle n'est jamais bloquée. Et ça, c'est essentiel. En JavaScript et en TypeScript, l'outil de base pour gérer ça, c'est la promesse. L'image du restaurant est parfaite pour comprendre. On commande un plat, on nous donne un ticket, c'est notre promesse. Au début, elle est en attente. Le plat arrive, fumant, la promesse est résolue. Il y a un problème en cuisine, la promesse est rejetée, c'est aussi simple que ça. Et regardez ce petit bout de code. La syntaxe async et await, c'est une petite révolution. Ça permet d'écrire du code asynchrone qui se lit comme s'il était synchrone. C'est super simple. Le mot-clé await, il dit juste au programme « Ok, ici, j'attends une réponse. Pendant ce temps, on va faire autre chose. Je t'appelle quand c'est prêt. » Ça rend le code plus propre, plus lisible et beaucoup plus facile à déboguer. Ok, notre application est construite. Le moteur tourne, le cerveau est branché. Mais maintenant, le vrai défi commence. Comment on la fait tourner en production, pour de vrai, de manière fiable et pour des milliers de personnes? C'est là qu'on aborde le dernier pilier, l'orchestration. Et son champion incontesté, c'est Kubernetes. Cette analogie, elle est parfaite. Il faut imaginer que notre application n'est plus un seul gros bloc monolithique, mais un orchestre composé de plein de petits services indépendants qu'on appelle des containers. Sans chef d'orchestre, c'est la cacophonie. Kubernetes, c'est le maestro. Il s'assure que chaque musicien joue sa partition au bon moment, et si l'un s'évanouit, il le remplace instantanément sans que personne dans la salle ne s'en aperçoive. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, sans orchestrateur, si un conteneur plante à 3 heures du matin, l'application est en panne. Il faut réveiller quelqu'un pour le redémarrer à la main.
Avec Kubernetes, il détecte la panne et hop, il relance le conteneur tout seul, automatiquement. C'est ce qu'on appelle l'auto-guérison ou self-healing. Et c'est un peu magique. Mais ça va bien plus loin. Kubernetes, ça résout une tonne de problèmes de production. Les déploiements manuels, qui sont une source d'erreurs infinie, remplacés par des fichiers de configuration clairs. Les pics de trafic qui font tomber les serveurs, gérés par ce qu'on appelle l'autoscaling. Pensez à un site d'e-commerce pendant le Black Friday. Kubernetes voit la charge arriver, il ajoute des serveurs à la volée. Le pic est passé, il les retire pour ne pas payer dans le vide. On passe vraiment du bricolage artisanal à une gestion industrielle. Bon, on a vu les 4 grands piliers. C'est bien beau la théorie, mais en pratique, comment on s'y met? Voyons ensemble une feuille de route pour construire ses compétences, pas à pas. Pour celles et ceux qui débutent, il ne faut surtout pas essayer de tout apprendre d'un coup. On se concentre sur des fondamentaux en béton. D'abord, maîtriser JavaScript, et en particulier async/await. C'est non négociable. Ensuite, on apprend les bases de Node.js avec un framework simple comme Express pour construire ses premières API. Et enfin, on pratique les opérations de base sur une base de données, le fameux CRUD, créer, lire, mettre à jour et supprimer. C'est le socle indispensable. Et pour sortir du fameux plateau intermédiaire, il faut commencer à penser production. On va s'attaquer au caching pour accélérer les réponses, on va apprendre à gérer des tâches en arrière-plan et on va surtout automatiser les déploiements avec des pipelines CI/CD. C'est aussi le moment parfait pour s'initier à Docker pour empaqueter ses applications proprement, puis de faire ses premiers pas avec Kubernetes pour les orchestrer. Et voilà, on a fait le tour. De la structure client-serveur à l'orchestration avec Kubernetes, en passant par le cerveau qu'est la base de données et le moteur asynchrone, toutes les pièces du puzzle sont sur la table pour aborder sereinement le back-end en 2026. La question n'est plus vraiment par où commencer, mais plutôt quelle sera la prochaine compétence à ajouter à sa boîte à outils.